Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une enquête sur un phénomène qui est en train de transformer le modèle agricole français. Je veux parler de la financiarisation de la terre. De plus en plus de fermes sont en effet transformées en sociétés, rachetées par des spéculateurs au nez et à la barbe de l'État. Ce qu'on constate aussi, c'est que parfois, investisseurs, ça rime avec prédateurs. La terre, notre bien commun, est devenue un objet de convoitise et de spéculation. Depuis 2010, 30 millions d'hectares cultivables dans le monde ont été achetés par des investisseurs privés. En France, cela représenterait 2/3 de la surface agricole utile. C'est ce qu'on appelle l'accaparement des terres, un phénomène qui bouleverse le modèle paysan, transforme nos paysages et menace notre sécurité alimentaire. Cette financiarisation de la terre ne cesse de s'accélérer et l'opacité règne sur un certain nombre de transactions. Les principaux concernés, nos agriculteurs, se voient progressivement dépossédés de leurs terres, limitant ainsi leur rôle d'entrepreneurs à celui d'ouvriers agricoles. Mon ancien voisin, qui était agriculteur dans les années 90, a spéculé avec les primes PAC. Il avait, on va dire, peut-être 100, 200 hectares. Avec les primes, il s'est acheté des fermes. C'est de là qu'on l'a surnommé JR, parce qu'il est arrivé avec 1500 hectares à la fin. Là, il y avait une vigne, d'ailleurs. Il y avait un chemin qui rejoignait la route de Locher. En bas, il y avait une mare avec des arbres, tout un tas de bosquets. Ici, c'était une haie. De chaque côté, c'était une haie. Il y avait même des pommiers. Tout ça, ça a été arraché, enfin massacré entre les remembrements et l'agrandissement, quoi. Et après, lui a revendu à des sociétés, donc entre les Irlandais, les Anglais. On en revient tout le temps à l'agrandissement, quoi. C'est l'agrandissement, tout le temps, l'agrandissement qui prône. Alors, toutes les installations alternatives, des petits paysans, tout ça, ça passe en dernier. Nombre de petits paysans qui veulent s'installer sur 30 hectares ou qu'il y a moyen de vivre bien, je dis bien sur 30 hectares, et ben eux, ils passent à la trappe parce que ça passe dans des commissions faramineuses. Et puis à la fin, ben oui, c'est décidé, on ne sait pas pourquoi, paf, c'est l'agrandissement à côté, l'autre qui en a 300 qui enveloppe le tout, quoi. Il y a des agriculteurs qui, eux, ont récupéré beaucoup de fermes, se sont agrandis, se sont retrouvés avec des fermes qui faisaient 1000 hectares, et il y avait pas on ne pouvait pas installer sur ces fermes de 1000 hectares un agriculteur, d'autant plus que les gens qui cédaient ces fermes étaient très exigeants financièrement, ce qui fait qu'il y avait une sélection qui s'est produite, et que c'était seuls des apporteurs de capitaux qui pouvaient faire face. Actuellement, en France, on a un modèle d'agriculture familiale qui est un modèle qui fonctionne bien, sur lesquels l'agriculteur a les choix économiques et les choix de décision de gestion de son entreprise. Et on est en train de changer de modèle alors qu'on s'est rendu compte au moment du Covid que les petites entreprises avaient plutôt une capacité de réactivité plus forte que les très très grosses. Avec ces accaparements de terres, chaque fois que les investisseurs viennent, c'est pour faire une agriculture industrielle, un modèle agricole productiviste avec des monocultures, des grosses machines qui détruisent les sols, des engrais, des pesticides, etc., pour
exporter les denrées alimentaires vers le marché mondial. Ce n'est pas une agriculture qui nourrit les gens, qui nourrit le monde. Depuis les années 50, la mécanisation du travail agricole, le remembrement et la mise en œuvre des traitements phytosanitaires ont incité les agriculteurs à produire toujours plus. Aujourd'hui, rien ne semble pouvoir arrêter cette course folle à l'agrandissement et au profit. On a considéré dans cette période que, dans le fond, tout était facteur de production. Tu mets un fongicide, tu gagnes 5 quintaux. Tu en mets 2, tu gagnes 10 quintaux. Tu mets 3 fongicides, tu mets 15 quintaux. Tu rajoutes un insecticide, et c'est comme ça, je me souviens à l'époque, on arrivait à 150 quintaux. Ils étaient formidables. Plus on agrandit les exploitations, plus il faut du matériel important, plus il faut des produits phyto afin de pouvoir faire 40 ou 50 hectares par jour, ou bien des fermes de 500 ou 2000 vaches pour pouvoir répondre à un volume de lait qui va être demandé. Donc ça ne va jamais avec de la qualité. Ça ne représente pas du tout l'agriculture paysanne et le monde rural. Cette agriculture-là est dépendante des lobbies pétrochimiques. Ben, en fait, ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent pour les coopératives, ils travaillent pour Monsanto, ils travaillent pour Bayer. Ils sont prestataires de services. C'est les trusts financiers qui sont derrière, qui s'accaparent en fait du bien, des terres des paysans. En fait, ils volent les terres aux paysans. Le territoire, lorsque les fermes s'agrandissent de façon démesurée, s'appauvrit. Toutes les études réalisées par l'INRA, par les instituts, par AgroParisTech, toutes convergent à dire que l'enrichissement de quelques-uns se traduit par l'appauvrissement collectif. Appauvrissement sur le plan économique. Ces grandes fermes issues de l'accaparement et de l'agrandissement démesuré produisent moins de richesses et moins de valeur ajoutée qu'une somme de fermes diversifiées à taille humaine, il n'y a pas photo. Deuxièmement, c'est un appauvrissement social. Elles sont moins créatrices d'emplois, elles sont même profondément destructrices d'emplois, et on pourrait dire de qualité d'emploi, au sens de la dignité des personnes, de leur capacité d'émancipation et de responsabilité. On estime que les sols, c'est à peu près 15% de la solution dans la lutte contre le changement climatique, et c'est bien sûr notre sécurité alimentaire en jeu, nourrir 10 milliards d'habitants en 2050, et ça, on sait, tous les experts le disent, tous les instituts, toutes les communautés d'ONG internationales le disent, on aura besoin de toutes les terres et de tous les paysans du monde. Février 2017, les médias révèlent cette improbable histoire d'accaparement de terres qui va retentir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Un milliardaire chinois, M. Hu, est entré en catimini dans le grenier à blé du Berry. On savait que c'était du côté de Châtillon. J'ai appelé le maire de Châtillon, qui m'a donné le nom de la ferme. Par bonheur, j'ai réussi à avoir l'ancien propriétaire de la ferme qui, lui, était déjà parti dans la Sarthe, qui me dit, voilà, c'est une société chinoise, je ne peux pas trop vous en dire, mais une société qui s'appelle Yongyang. Après, tout ça est totalement opaque. On n'a jamais réussi à avoir un seul responsable chinois. Ce mystérieux He-Hing Hu a pu acheter au nez et à la barbe des institutions régulatrices plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles. Son but, créer une chaîne de 1500 boulangeries en Chine. C'est pour eux qu'ils ont acheté ça, c'est pas pour nous. C'est pour aller faire de la farine, du pain en Chine. C'est pour exporter, voilà. Autrement dit, ce monsieur Hu aurait l'intention d'utiliser la France comme grenier à blé pour la Chine, hein, c'est un peu ce que j'entends. Mais c'est qui exactement ce monsieur Hu? Eh bien, c'est un ancien haut gradé de l'armée chinoise. Il est devenu entrepreneur et a fait fortune dans les détergents.
Le milliardaire Heng Hu est président des sociétés Reward et Hongyang, créées dans les années 90. Regroupés en holding, leur devise est de développer l'industrie au service de la patrie. Leur stratégie, alimenter le pays via l'internationalisation de ses activités. Le milliardaire crée ainsi en France la Holding Resource Investment, dont le siège social est à Quiberville, en Normandie. De 2015 à 2017, la holding acquiert 1700 hectares dans l'Indre et 900 hectares dans l'Allier. Elle possède ainsi 12 exploitations céréalières qui demeurent cultivées par des ouvriers agricoles locaux. Cette arrivée secrète des Chinois provoque localement de nombreuses tensions. Les vendeurs de ces terres et les ouvriers salariés du consortium fuient les médias et refusent de s'exprimer. Quant aux agriculteurs, ils ne peuvent que partager leurs inquiétudes sur cette situation et alerter la société de leurs difficultés. Il y a un problème, quoi. Ils profitent, comme tout le monde, comme tout agriculteur, des aides européennes. Ils profitent des primes. Et est-ce qu'ils viennent cultiver des primes? Est-ce qu'ils viennent cultiver un peu de blé pour dire voilà, on a au moins une partie de notre blé transformé en Chine qui vient de France, et ils ont sans doute raison de faire plus confiance aux produits français qu'aux produits chinois. Mais voilà, quelle est cette agriculture de gens non européens qui profitent des aides européennes et qui en même temps mettent la zizanie dans l'agriculture française. Et puis ça a aussi donné des idées à des propriétaires, à des agriculteurs qui arrivaient à l'âge de la retraite, pour dire bah tiens, je vais enfin pouvoir avoir une retraite digne. Donc j'appelle tout de suite le notaire pour lui dire moi j'ai des parcelles aussi à leur proposer. Si vous voulez, pour des agriculteurs qui sont un peu dans le besoin, pour certains aujourd'hui, pouvoir trouver un acheteur qui mette un peu d'argent dans l'affaire, c'est aussi très important. Et on comprend tout à fait que les agriculteurs ils soient ravis de voir arriver ces gens-là. Il ne se passe pas un mois sans que quelqu'un nous appelle en disant je voudrais vendre mes terres, je voudrais partir en retraite, j'y arrive pas, est-ce que vous n'auriez pas l'adresse des Chinois? Voilà. L'affaire des terres reprises par les Chinois, quelque part, ça m'a gêné parce que j'avais déjà lu quelques articles sur les investissements chinois qu'il y avait en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les gouvernements, s'apercevant du danger potentiel que cela pouvait créer, avaient commencé à mettre des règles législatives justement pour freiner la dépossession des Australiens de leur capital foncier. Moi, je suis né à la ferme, mes parents étaient en ferme, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Donc j'ai du mal à déconnecter le foncier de l'activité agricole. Donc ça, c'est un attachement qui est peut-être atavique. Voir des investisseurs acheter du foncier, même s'ils pratiquent l'activité agricole, ça me gêne quelque part. On perd le lien entre le pays et le paysan. On dit que les vaches aiment regarder les trains, mais là, ils ne font pas que regarder les trains. La Chine représente 19% des 7 milliards d'habitants de la planète. Leurs terres cultivables sont limitées et 20% d'entre elles sont polluées. L'appétit de cet État est grandissant. Ces dernières années, le pays a acquis 10 millions d'hectares dans le monde. On a vu, après la crise alimentaire de 2007, quand les prix alimentaires ont vraiment augmenté dans le monde et les pays qui exportent des denrées alimentaires, ils ont fermé leurs frontières, que tout d'un coup, les pays qui dépendent de l'extérieur pour s'alimenter, comme la Chine, la Corée du Sud, les pays du Golfe, la Libye, ils ne pouvaient plus acheter la nourriture pour leur population. Ils ont commencé à se dire, au lieu de dépendre des marchés pour acheter des denrées agricoles, ils allaient chercher à prendre contrôle de la terre
en Afrique, en Asie, en Amérique latine, pour faire leur propre production agricole, pour avoir plus de contrôle. Comment on peut acheter 900 hectares sans avoir de compte à rendre à personne, alors que le gars qui vend 50 hectares ou qui en achète 50 hectares, on lui demande d'apporter des garanties sur ci ou sur ça, etc., etc., etc. Quand on regarde l'histoire des lois sur le foncier, c'est un peu l'histoire de l'après-guerre. On considère à l'époque, et à juste titre, que le marché du foncier, que le foncier n'est pas une marchandise comme les autres. Le foncier ne peut pas être une marchandise comme les autres, parce qu'il détient non seulement la nourriture des hommes, mais on le sait aujourd'hui, une part de la solution au changement climatique. Il est la clé de notre assurance vie qui est la biodiversité. Il participe à la paix du monde, simplement, à la survie et à la paix du monde. Donc la terre comme un commun, la terre comme quelque chose qui doit être régulé, un marché qui ne doit pas être un marché libéral, un marché sauvage. Et on crée des organismes de régulation. Et surtout, on crée une capacité d'intervention publique à travers les SAFER qui peuvent intervenir sur le marché pour le réguler. La terre doit aller à ceux qui en ont besoin. Alors la première réaction, c'était une vraie surprise parce qu'on n'imaginait pas que des Chinois puissent acquérir un ensemble d'exploitations en France, justement sans qu'on soit au courant, sans qu'on ait la moindre notification, alors que la règle depuis 1960, c'est qu'en France, tout transfert de foncier agricole doit être notifié à la SAFER pour qu'il puisse y avoir justement un contrôle sur l'utilisation, sur qui l'achète, sur son prix. La SAFER est un organisme de régulation et qui peut être sollicité par des agriculteurs lorsqu'il y a une vente de terrain. Il y a une vente de terrain, je suis intéressé, je dis j'achète ce terrain, mais au moment de passer devant le notaire doit donner une information et peut-être que ces terrains que je me propose d'acheter conviendront mieux à un jeune agriculteur qui a une faible surface et qui doit s'agrandir, plutôt qu'à moi qui exploite déjà, par exemple, une grande surface. Donc, la SAFER a la possibilité de se substituer à l'acquéreur pour ensuite rétrocéder ces terres à un autre acquéreur. En l'occurrence, dans la vente des terrains à ce consortium chinois, il ne s'agit pas de vendre des terres, on vend une part de société. On vend une part de société. C'est-à-dire que les terres sont incluses dans la société, dans le capital d'exploitation, avec les bâtiments, avec le matériel, etc., etc. Et donc, la loi prévoit que la SAFER, contrairement à l'exemple que je donnais tout à l'heure, ne peut pas intervenir s'il n'y a pas cession de la totalité des parts. Et donc, l'astuce dans les montages financiers, c'est finalement de ne céder que 98 ou 99% des parts. Il suffit de garder 1 ou 2%. Et cette vente échappe totalement à la régulation que la SAFER peut en faire. Les Chinois, ils ont simplement été les précurseurs, c'est-à-dire qu'ils se sont infiltrés dans un détail de la loi, car ils sont très bien conseillés. Et de ce fait, ils ont créé des sociétés pour pouvoir contourner la SAFER. Mais on les a regardés parce que c'était des Chinois, mais on a des bons berrichons qui n'ont pas les yeux bridés et qui ont compris aussi qu'il y avait une faille, qu'il allait s'infiltrer dedans. Et aujourd'hui, il y a le même montage sociétal fait par des berrichons pour s'accaparer des terres sans avoir de compte à rendre à la SAFER, à la commission départementale des structures.
Se focaliser sur un ennemi chinois ne suffit pas. Les manœuvres du milliardaire He Ying-hu dans l'Indre et l'Allier révèlent plutôt les failles juridiques du système français. Elles font prendre conscience de la nécessité d'un meilleur contrôle des transactions et de la levée de leur opacité. En 2017, le député Dominique Potier propose une loi qui permettrait aux SAFER de mieux contrôler les transactions de terres agricoles. Vous êtes donc opposé au rachat de terres agricoles par des groupes industriels. Et c'est une question de principe, on veut des fermes, pas des firmes. Moi je le dis comme paysan, comme citoyen, je le dis comme élu aussi, on doit choisir un modèle de société, un modèle de développement. Au-delà des Chinois de l'Indre qui ont été quelque part des lanceurs d'alerte, un arbre qui cache la forêt, nous savons que 99% des transactions sont nationales et que c'est l'accaparement par les plus gros propriétaires exploitants qui est le phénomène le plus dangereux pour le renouvellement des générations aujourd'hui et l'agrandissement équilibré des petites exploitations, bien plus que les opérateurs étrangers. Donc je ne retire rien à l'argumentaire qui a été le mien et qui a été très largement partagé sur cet hémicycle. Cette régulation du foncier est un élément aussi de la compétitivité de l'agriculture française, parce que le foncier français est moins cher que dans d'autres endroits de l'Europe, parce qu'il y a aussi ce phénomène de régulation et d'achat par les SAFER. Je le dis au passage, ce n'est pas simplement une question qui consiste à dire j'achète de la terre et j'évite les agrandissements, si c'est un objectif qu'on partage. Ce n'est pas simplement non plus pour les Chinois qui arriveraient. Le facteur foncier est un facteur de production essentiel pour l'agriculture, et si son coût s'élève de manière extrêmement forte, c'est un frein pour la compétitivité. L'alerte est lancée, je dépose une proposition de loi. Je vous passe les détails, c'est un combat législatif, c'est un marathon. On y a passé quelques années. Et on est retoqué sur un dépôt, un recours de députés Les Républicains. Et le Conseil constitutionnel considère que notre proposition de loi atteint au principe de liberté et de propriété. La liberté d'entreprendre, c'est la liberté de l'homme libre, du sujet qui s'émancipe. La liberté de la propriété, c'est celle du paysan de s'enraciner dans sa terre et de la cultiver dans la durée. Ce sont des bons principes à l'origine, qui sont simplement dévoyés parce qu'aujourd'hui, ils sont instrumentalisés par des puissances économiques qui les utilisent pour faire le contraire du bien commun et pour atteindre à la liberté d'entreprendre d'une génération qui vient. On ne va pas pouvoir nous la sortir très longtemps, cette histoire de liberté d'entreprendre, parce que bon, moi, on m'a toujours dit que la liberté s'arrêtait là où celle des autres commençait. Eh bien, je considère que dans une affaire comme ça, on est véritablement... c'est pas la liberté d'entreprendre qui est mise en cause, c'est la liberté de nous, citoyens qui vivent sur ces territoires et qui ont notre mot à dire sur la manière dont on veut que ces territoires puissent continuer d'apporter à la société. C'est un enjeu. Au moment où sont posées les questions de la qualité, au moment où sont posées les questions liées à l'environnement, où toutes ces questions sont un véritable enjeu sociétal. Malgré la détermination de certains élus, la gestion du foncier agricole est dans une impasse et continue d'échapper aux exigences de la régulation et de la transparence. Les conséquences de cet échec politique sont nombreuses, de la transmission des fermes à la qualité de leur production, en passant par la désertification des territoires.
copain qui est piétiné, il y a même des cochons qui sont venus. c'est les cochons. Là, c'est les grandes pattes, là, c'est les animaux. Ils viennent manger le maïs au coin Michel de Vaux. Le problème que l'on a, moi j'ai le cas dans une session que j'ai sur Azé-sur-Ain, les propriétaires, ils veulent vendre, oui, mais les gens qui ont fait des propositions d'achat, c'est dans un prix de marché, si je veux dire de marché rentabilité. Ils disent, oui, mais les Chinois, ils achètent tant. Le problème, oui, mais les Chinois. C'est malsain, ça a fait monter le prix du foncier. Oui, c'est-à-dire que ces groupes-là deviennent une référence. On parle des groupes, des grands groupes, mais je vois là, ils sont encore 2-3 grosses affaires dans le secteur, dans le canton. Hein. C'est pas des gros investisseurs comme ça, c'est des investisseurs du Nord, qui sont comment dire, pas expropriés du Nord. La valeur d'un hectare dans le Nord, ils en achètent 3 là, et du coup, en face, nous, on a des jeunes du secteur qui peuvent pas s'aligner, parce qu'en face, sans parler de gros groupes, parce que là, on parle des gros groupes, mais là, c'est pas des gros groupes, et on est un peu dans le même... La profession se fait son mal elle-même aussi. Bah oui. C'est-à-dire que tu trouves de la terre à vendre à 5 000, le gars il l'achète, et après le voisin il dit qu'on achète, il dit je vais vendre 5 000, mon voisin il a vendu 5 000, il dit pourquoi moi je ne vendrais pas 5 000 Non, puis bon, je parle à quelqu'un qui arrête, propriétaire lambda, si le prix du marché est à 4 000 ou 4 500 € de l'hectare et qu'on propose 7 000 ou 8 000, donc la tentation est vraiment élevée. S'il n'y a pas la volonté d'installer un jeune ou d'installer quelqu'un... Donc des gens qui peuvent être cadres ou ailleurs et puis qui ont mis de l'argent et qui vont investir dans l'agriculture, carrément. Qui placent de l'argent mais qui louent quand même aux jeunes. Moi ça me pose un gros problème, c'est-à-dire que notre patrimoine nous échappe. Ça par contre, parce qu'on a et notre poids dans la société nous échappe aussi, on n'est plus rien. Là, je pense sérieusement à arrêter mon activité. Enfin, sérieusement, ça veut dire pas avant 2 ans, échéance fin 2022. Donc je suis en réflexion à savoir quelle formule trouver pour pouvoir trouver un candidat à la reprise et puis que je récupère une partie de ce que j'ai investi depuis ma plus tendre enfance, que c'était la ferme de mes parents. Donc dès l'âge de 10 ans, je montais sur les tracteurs et m'occupais des vaches. Donc il y a l'aspect affectif qui est à prendre en compte aussi. Si on veut privilégier le renouvellement des générations, dans l'idéal, ce serait que ce soit un jeune qui reprenne, mais bon, la marche est assez haute puisque les investissements sont conséquents. Donc je pense qu'en tant que cédant, si je ne fais pas quelques efforts financiers, la ferme partira à l'agrandissement. Et ce n'est pas du tout mon souhait. Il n'y a plus personne dans nos communes. La première activité d'une commune rurale, c'est l'agriculture, c'est le nombre d'agriculteurs. Alors je ne veux pas faire du corporatisme, puisqu'à côté il faut aussi des commerces et tout, mais la première activité économique, c'est les paysans et le nombre de paysans. Aujourd'hui, quand on regarde, il y en a de moins en moins. Ce sera des ranchs. Ce sera des ranchs. Hein. Il y aura une trentaine de tracteurs qui viendront ici pour entretenir tout ça, mais il n'y aura personne qui y habitera. Hein. Et ça va encore être une des causes de la désertification. Voilà. Vous savez, c'est les ogres. Hein. C'est les ogres. Moi, je suis parti en 2011, donc on est en 2020, ça fait 9 ans. Et il n'y a eu personne qui habitait la maison depuis. Et
terres ont été reprises par les voisins, ont été en agrandissement. Il y a un voisin qui a repris 40 hectares et une voisine 10 hectares. 3 petites fermes valent mieux qu'une grande. Ça résume tout, quoi. Il faut que pour une occupation de l'espace, du milieu rural, de la vie rurale, il faut de nombreux agriculteurs dans les petites communes, sinon c'est la mort de nos campagnes. Et ça l'est déjà et ça risque de continuer. Tous les paysans ont faim de terre. D'ailleurs, il n'y a pas un hectare à louer à vente. Mais les bâtiments, c'est une charge. Ça, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le bon, on veut le gâteau, mais les bâtiments, débrouillez-vous de ça. Nous, on n'en veut pas, c'est des frais, il faut entretenir ça. Nous, ça ne nous intéresse pas. On ne peut rien faire dedans. Je suis aussi élu, puis j'habite à la campagne, et on a besoin d'une campagne vivante. Et moi, dans ma région, ici, dans l'Eure, dans le Vexin, il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé un village sans agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a des villages qui n'ont plus d'agriculteurs en tant que tels. Alors, les terres sont cultivées, mais les bâtiments, les corps de ferme ne sont plus occupés par des agriculteurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui paraissait inimaginable il y a encore quelques années. Ce qui fait que du coup, les écoles ont moins d'occupation, faire vivre le commerce va être plus compliqué, puis c'est une vie locale qui disparaît. Aujourd'hui, où il y avait 7000 paysans sur 10 000, aujourd'hui, sur 5000 habitants, on a 300 paysans. Le rapport de force, il a totalement changé. C'est la raison pour laquelle les problèmes de relations voisinage deviennent si prégnants, si difficiles et tendus, et de plus en plus tendus. C'est que le monde agricole, enfin, au sens des producteurs, est isolé plus que jamais, et il sera encore plus isolé demain. Le mal-être agricole, il est double. Il est d'abord, il n'y a pas assez de rentabilité sur nos entreprises, ça c'est clair. Et puis de l'autre côté, il y a un manque de reconnaissance important dans nos produits, mais aussi dans nos métiers. Est-ce qu'on va parler d'une profession par un ou deux cas qui sont complètement condamnables ? Alors que la très très grande majorité fait énormément d'efforts, essaie de changer ses modèles et tout ça. Mais on veut aussi faire partie de la société. On ne veut pas simplement que la société nous exige des choses, nous dise ce qu'on doit faire. Ça, c'est le veau que j'ai envoyé la semaine dernière, avec 15 jours, comme celui-là. 75 €. Alors, avant les années 2000, j'ai jamais vendu de veau de moins de 1000 francs. 1000 francs, ça fait 150 €. Bon, je vais dire honnêtement, j'ai encore 2 ans à faire. J'ai relativement hâte que ça se termine. Au vu des contraintes administratives, réglementaires qu'on nous impose, il faut être sérieusement solide moralement pour ne pas péter les plombs. Dans les 5 ans qui viennent, là, j'ai à 3 km à la ronde, j'ai 9 paysans qui partent à la retraite. C'est-à-dire que la notion d'entraide pour faire les foins, pour faire les travaux dans les champs, terminé. Entraide par rapport aux animaux, si j'ai besoin d'un coup de main, terminé. Le contact humain, ne serait-ce d'aller boire un café chez le voisin, terminé. Eh bien, où ça m'interpelle, moi, c'est... on n'est pas fait pour vivre seul. S'il n'y a plus personne autour, à long terme, ce n'est pas viable. Car pour que ça soit vivable, pour qu'une exploitation soit transmissible, il faut que ça soit viable, mais à tout niveau. Viable sur l'exploitation, mais viable aussi sur un territoire vivant.
Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et moi, c'est ce qui fait le plus peur. Enfin, moi, ça me fait vachement peur, quoi. La solitude des paysans, mais personne s'imagine. Les paysans sont dans une solitude, mais terrible, 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 terrible. Ils sont tout seuls pour travailler. Ils n'ont personne. Il y en a un qui se suicide tous les 3 jours au niveau national. Hein. C'est à lui que je pense. Et lui, il est seul. Il va faire du lait, il va crever tout et tout, il va se suicider. C'est ça que j'aimais pas. Il va nourrir les gens, il va se suicider. La difficulté, c'est aujourd'hui la perspective. Quelle est la perspective? On a eu des plans à terme. Aujourd'hui, on est au jour le jour. Donc on n'a pas de vision. On n'a pas de vision sur l'avenir, sur l'agriculture de demain. Quelle agriculture on veut? Je crois qu'aujourd'hui, on se cherche. Chacun amène son modèle, chacun amène sa sensibilité, mais à un moment donné, il faudra mettre tout sur la table et faire des choix et redonner une direction à cette agriculture. Aujourd'hui, c'est 1000 directions. Dans les 5 ans à venir, près de la moitié des agriculteurs prendront leur retraite. Si rien ne change, leurs exploitations seront accaparées par des investisseurs. 100 000 fermes pourraient alors disparaître. Il est donc urgent de définir un cap pour garantir un horizon serein au monde agricole. Ce qui est très bien, ce serait dans les territoires d'avoir, mettons, 10-15% de bio, et puis qu'ils travaillent ensemble, entre bio et non bio, parce qu'ils ont des choses à s'apprendre. Et qu'il y ait une partie qu'il y ait des gens qu'on conserve quand même de l'élevage, qu'il y ait des gens spécialisés en fruits et légumes, etc. Il faut chercher une diversité. On a besoin de diversité, pas uniquement pour une question d'environnement, hein, pas uniquement pour les oiseaux, on a besoin économiquement de diversité. C'est bien, Simon. J'espère qu'il va démarrer. On y va. Moi, ça fait plus de 20 ans que je ressème mes céréales, moi. Et j'ai jamais aucun problème. Ma façon de travailler, moi je suis indépendant en fait. Moi je rentre pas dans le système de consommation, de faire vivre toutes les coopératives, et c'est pareil pour le matériel. Le matériel, moi j'ai du matériel, du vieux matériel, en grande largeur. Moi je travaille en super largeur, ça se passe très bien. Et j'ai pas d'emprunt. J'ai toujours eu des emprunts sur le foncier pour la terre, mais j'ai jamais eu d'emprunt pour la ferraille. Parce qu'il ne faut pas oublier que le matériel, c'est de la ferraille. Nous, celui, on repart en vélo. Oui, en fait, il est mal conservé. Indiscutablement, on doit mettre un curseur un peu mieux placé qu'actuellement. On utilise beaucoup trop de chimie, mais aussi, en tant que particulier, on utilise trop de médicaments. Je crois qu'on est dans le même ordre d'idées. Il faut vraiment mettre les subventions dans l'agriculture paysanne. L'agriculture familiale, c'est cette agriculture-là qui est ancrée dans les territoires, qui est créatrice d'emplois, qui fait une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement et qui produit des produits qui sont plus sains pour nous comme consommateurs. Et c'est cette agriculture-là qui est tournée vers les marchés locaux.
Le rapport de force de la population doit jouer aussi là-dedans. C'est-à-dire que si c'est un truc de spécialiste, en disant machin, Conseil constitutionnel, liberté d'entreprendre et tout, ça va passer tranquillement. Mais si ces questions-là, finalement, rentrent dans le débat, et puis que les citoyens qui semblent se réveiller, y compris sur des questions comme celle-ci, eh bien, pèsent dans le débat et montrent que c'est un enjeu auquel ils sont totalement sensibles, eh bien, on est dans cette question aussi de la transition écologique. Face à la carence des pouvoirs publics, la société civile imagine et met en œuvre ses propres solutions. Pour aider les agriculteurs à s'installer, l'association Terre de Liens a créé en 2003 une entreprise d'investissement solidaire. Cette société acquiert des terres agricoles qu'elle loue à des paysans engagés dans une agriculture de proximité, biologique et à taille humaine. Alors, je vous emmène les petits flyers qui viennent de sortir. D'accord. Sur votre ferme. Ah ouais, c'est cool ça. Donc Merci. vous pourrez les distribuer à droite, à gauche. Oui. On cherchait à reprendre une exploitation depuis 5 ans, donc un peu partout en France. Donc on vient de Normandie, mais on ne pouvait pas s'installer en Normandie. Donc on a cherché un peu dans toute région et on aimait beaucoup cette région-là. On a eu l'opportunité de découvrir cette ferme-là, de monter le projet et d'être retenu par Terre de Liens. En Normandie, le souci, c'est que ce sont des fermes qu'on a poussées à agrandir pour produire plus. Et en fait, ils sont tombés dans une spirale infernale, qu'en fait, il n'y en avait jamais assez. Donc on est arrivé à 150, oui, mais tout compte fait, on en a 200, on a le matériel pour, donc on peut en avaler 200, et 300, et 400. Sauf qu'en fait, petit à petit, ils ont avalé les fermes moyennes, donc les jeunes ne pouvaient plus s'installer, parce qu'il n'y avait pas la même mise de fonds au démarrage, quoi. Quand un propriétaire a besoin de vendre ses terres, il peut contacter Terre de Liens en disant voilà, j'ai des terres à vendre. Terre de Liens peut mettre en adéquation des porteurs de projets qui nous ont contactés aussi de leur côté en disant voilà, j'ai envie de m'installer en maraîchage, en culture, en élevage, mais je n'ai pas forcément de terre. Ce n'est pas l'association territoriale qui achète les terres, c'est une société Terre de Liens aussi, qui a été créée à l'initiative des associations territoriales et qui s'appelle la foncière Terre de Liens. C'est elle qui a l'argent et qui est propriétaire des terres qu'on achète. Donc après, on installe les fermiers qui signent avec Terre de Liens un bail rural environnemental. On n'aurait pas pu s'installer s'il n'y avait pas eu Terre de Liens parce que la ferme était à vendre trop cher et on n'avait pas... Nous, on est parti sans apport personnel. On s'est installé voilà, avec un minimum pour arriver à subsister les premiers temps et puis avoir un peu de capital pour nous. Doucement. Ça va les filles. L'accaparement des terres, c'est un problème fondamental pour installer des jeunes. C'est une difficulté pour tous les jeunes de s'installer. Et si Terre de Liens peut glisser un petit coin dans ce problème d'accaparement, eh ben, je suis très heureux de pouvoir y participer modestement. Alors je rejoins des milliers de citoyens comme moi à travers la France qui investissent un petit peu, quelques centaines d'euros, quelques milliers. Et globalement, ben, on arrive tous ensemble à récolter des millions d'euros, il faut le dire, des millions d'euros, et qui sont réinvestis dans ce genre de projets qui ont une vraie valeur sociale, environnementale et de solidarité. J'ai toujours été en conventionnel et en fait j'étais arrivé au bout. J'ai vu ce que je voulais voir. On va dire en fin de compte l'agriculture
conventionnelle, en fin de compte, c'est l'agriculture facile. Alors que l'agriculture biologique est très compliquée et on travaille plus avec notre sol, avec nos animaux. On est plus, il y a plus de relationnel, quoi, on va dire, qu'il n'y a plus en conventionnel. Pour moi, le conventionnel, c'est facile. On nous dit de mettre un traitement. Sur le bidon, c'est écrit tant de litres. On met ça dans le pulvé, on arrose, c'est fini. Et c'est tous les ans la même chose. Nous pensons réintégrer de l'élevage sur l'exploitation, mais en différents petits ateliers pour essayer d'optimiser notre valeur ajoutée en fait, et de vendre le maximum en vente directe à déjà à nos clients pour les œufs et éventuellement de nouveaux clients. Donc là, on pense développer un petit atelier de porc bio, plein air, et aussi un atelier vache allaitante. Depuis sa création, Terre de Liens a permis l'installation de 172 agriculteurs grâce à l'acquisition de 3000 hectares de terre. Les initiatives citoyennes seraient-elles aujourd'hui les seules capables d'assurer la préservation des terres et de lutter contre leur accaparement? Nous avons fait 9 propositions aujourd'hui qui sont adoubées et qui sont soutenues par l'ensemble des syndicats agricoles, qui permettent de créer les conditions d'une gestion du foncier où le territoire revienne au centre, que ce ne soit pas seulement un débat entre la profession et l'État, mais qu'on refasse du territoire le centre de décision de l'allocation du foncier en propriété et en usage, qui permettent également de créer un livret vert, c'est-à-dire un instrument financier qui vienne prendre le relais de ce que par exemple Terre de Liens a initié, un capitalisme populaire, associatif. Chaque fois que des fermes doublent, triplent de surface, c'est parti pour longtemps. Donc il faut arrêter ce phénomène le plus rapidement possible. Il faut arrêter ce phénomène et préparer les conditions d'une relève. La relève n'est pas possible sans justice foncière. La relève générationnelle est la clé de l'avenir de l'agriculture française et de l'agriculture du monde. Il nous faut une relève paysanne. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu de pouvoir. Là, c'est le foncier. Demain, ailleurs, ça sera l'eau. Mais quelque part, ce sont les éléments indispensables à la vie sur Terre que certains, finalement, s'accapareraient, comme dans un film de science-fiction où finalement, il y aurait demain le grand maître du monde et qui dirigerait tout. Alors, faut pas prendre ça à la rigolade. Et finalement, c'est une question de société qui nous interpelle tous. Malgré l'importance de ces enjeux pour la société, il y a manifestement une résistance politique au changement. Pourquoi l'État reste-t-il sourd aux alertes répétées du monde paysan? À qui profite cette situation? S'agit-il d'un simple manque de courage politique ou d'une réelle volonté de protéger les profits des tout-puissants ogres de la terre? L'avenir... De toute façon, le rouleau compresseur sera toujours là. Toutes les lobbies industriels, ils sont toujours là. Il faut toujours plus, et il faut que tout rapporte. Il faut que rien, il n'y a rien qui soit laissé. Et c'est pour ça que moi, je me suis toujours battu contre ça. Mon combat, ça a été ça, de ne pas tomber dans ce piège-là, moi. Et je m'en plains pas, parce que j'ai toujours lutté contre ça, moi. De ne pas tomber dans ce piège de toujours plus. Moi, s'il y a un propriétaire, il y a un industriel, un investisseur qui arrive pour me donner tant de mon... J'ai 100 hectares, moi.
tente mes 100 hectares, le double, même si c'est le double de prix, je ne vends pas. Je ne vends pas mon âme.